so Paris. I love the way the people move. Mais ça tourne! Salut la compagnie, désolé, je me suis laissé emporter par les préparatifs du 14 juillet. Bon, vous en avez pensé quoi de ma dernière vidéo? Mais si, vous savez, celle sur l'ère mytholitique et le storytelling, dans laquelle je vous expliquais que la Bible remontait au Paléolithique. Comment ça, un petit peu trop délirant? Comment ça, un petit peu trop anthropologie juive? Encore cette anthropologie juive qui ressort. Bon, ça suffit. Il faut vraiment qu'on parle de la relation, comment dire, compliquée entre l'antisémitisme et l'anthropologie moderne, parce que sinon, on ne va jamais réussir à s'entendre. Allez, dans cette vidéo un peu plus polémique que d'habitude, on va s'intéresser aux tristes tropiques. Pas seulement ceux de Claude Lévi-Strauss, mais ceux de l'anthropologie dans son ensemble. Et vous allez aussi comprendre pourquoi, dans votre entreprise, les biais cognitifs les plus durs à faire sauter sont en fait bien souvent non pas des biais cognitifs, mais des biais éthiques. A tout de suite. Bonjour, je suis Emmanuel Fergan et depuis 2014, soit depuis plus de 8 ans maintenant, je développe une solution conçue pour faciliter la coopération entre les entreprises. Depuis 2018, j'ai échangé en vain avec des centaines de dirigeants et de dirigeantes de grandes entreprises françaises en leur expliquant que la démotivation, l'inertie, la bureaucratie étaient directement liées à la centralisation de leur processus de gestion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, aucune grande entreprise française n'a même été capable de tester cette nouvelle approche. Qu'est-ce qui bloque? Globalement, l'incapacité des grandes organisations à s'ouvrir sur l'extérieur. Car l'ouverture de l'entreprise, c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. C'est un sujet interdisciplinaire qui implique les directions financières, juridiques, achats, transformation, sans oublier bien sûr les directions opérationnelles, à tel point que même les PDG sont dépassés par l'ampleur du sujet. Et c'est parce que j'étais confronté à un tel blocage que j'ai décidé en 2020, en plein confinement, de me tourner vers le grand public pour expliquer l'immense enjeu de la coopération et de la fluidification des échanges interentreprises. Cette démarche de vulgarisation a d'abord porté sur l'informatique, le droit, la gestion, domaines que je connaissais bien pour les pratiquer depuis plus de 20 ans. Mais petit à petit, mon champ d'investigation s'est progressivement élargi à la linguistique et à l'anthropologie, sans jamais perdre de vue mon objectif premier, libérer le potentiel des organisations par la coopération. Jusqu'à ce qu'un jour d'automne 2021, je découvre dans un moment de révélation que le langage de la coopération plonge en fait ses racines au plus profond de l'histoire de notre espèce, découverte dont vous n'avez pas fini d'entendre parler. Allez, au boulot. Bon, je comprends que mon introduction vous ait un peu secoué. Vous vous dites certainement, qu'est-ce que l'antisémitisme a à voir avec l'origine paléolithique du texte biblique? Et surtout, qu'est-ce que cela a à voir avec la coopération et la fluidification des échanges interentreprises? Et vos questions sont parfaitement légitimes. Mais pour répondre à ces questions, il va me falloir vous raconter comment je suis devenu fou d'anthropologie. Oui, d'anthropologie, cette science humaine qui s'est donnée pour ambition d'étudier l'incroyable diversité des sociétés humaines depuis le Paléolithique jusqu'à aujourd'hui. Tout a commencé en mai 2020 lorsque j'ai décidé de me lancer sur YouTube pour expliquer les enjeux de l'entreprise ouverte. À l'époque, j'étais bien loin d'imaginer que 2 ans plus tard, je ferais des vidéos qui mélangeraient la Torah, le Coran, le Paléolithique et la gestion d'entreprise. Et pourtant, c'est bien le 21 juin 2020, soit il y a à peine 2 ans, que j'ai acheté sur un coup de tête tous ces livres de Claude Lévi-Strauss, le pape de l'anthropologie moderne. Claude Lévi-Strauss, tout le monde le connaît sans vraiment le connaître, tant son œuvre reste inaccessible pour le grand public. Moi-même, en 2020, je me souvenais avoir vaguement lu Triste Tropique au lycée, mais ces histoires de tribus au Brésil m'avaient, pour tout vous dire, plutôt ennuyé à l'époque. Et pourtant, avec le recul que j'ai aujourd'hui, Claude Lévi-Strauss est, selon moi, le plus grand penseur du XXe siècle, compte tenu de l'impact profond que son œuvre aura eu non seulement sur l'anthropologie, mais plus globalement sur la pensée moderne. Car oui, peu de gens savent à quel point la pensée du XXe siècle a été bouleversée par l'anthropologie et sa remise en cause de notions classiques comme la race, le sexe, la culture, la civilisation ou le progrès. Mais surtout, à quel point cette discipline est la clé qui nous permettra de basculer au XXIe siècle dans une nouvelle ère de développement
à une condition toutefois que l'anthropologie se débarrasse de cet antisémitisme latent dans lequel elle baigne inconsciemment depuis ses origines. L'anthropologie, une discipline fondée sur l'antisémitisme. Allez, ne faites pas les étonner. Vous n'avez pas remarqué qu'alors même que la plupart d'entre eux étaient juifs, aucun anthropologue ne s'est jamais vraiment intéressé à appliquer ses connaissances et ses méthodes au texte biblique, en particulier Claude Lévi-Strauss, dont le seul article sur le sujet date de 1988, alors qu'il avait 80 ans, et qui ressemble entre nous plutôt à un aveu de culpabilité mal dissimulé. Il y a 10 ans, dans un article intitulé « Claude Lévi-Strauss, le judaïsme, le texte, l'ethnographie », une historienne enseignant à l'INALCO, spécialisée en littérature biblique, Madalina Bartejanou-Joubert, s'était déjà interrogée sur l'absence de toute recherche anthropologique sérieuse portant sur l'Ancien Testament. 10 ans avant elle, en 2004, Victor Caradi, un sociologue français, s'était déjà posé la même question en écrivant « Pourquoi ces fondateurs des sciences sociales, dont Lévi-Strauss est le dernier représentant, se sont-ils refusés à considérer le monde de leurs origines avec les outils qu'ils étaient en train d'inventer ?» Alors certes, Claude Lévi-Strauss avait bien justifié en 1963, dans un entretien avec Paul Ricoeur, ce manque de curiosité biblique de l'anthropologie moderne. Je le cite. « Les symboles n'offrent jamais une signification intrinsèque. Leur sens ne peut être que de position, et par conséquent, il ne nous est pas accessible dans les mythes même, mais par référence au contexte ethnographique, c'est-à-dire ce que nous pouvons connaître du genre de vie des sociétés dont nous voulons analyser les mythes. Dans le cas de l'ancien judaïsme, nous nous heurterions à une situation paradoxale puisque le contexte ethnographique fait presque entièrement défaut, sinon celui précisément qu'on peut extraire des textes bibliques. Toutes nos hypothèses reposeraient donc sur une pétition de principes. L'argumentation de Claude Lévi-Strauss reposait en fait sur deux principes qui sont liés l'un à l'autre. Le premier, c'est celui qui postule l'absence de sens en soi des mots et des mythes, ce que j'appelle le signifiant-insignifiant, ou pour citer Émile Benveniste, qu'il est dans la nature des faits linguistiques, puisqu'ils sont des signes, de se réaliser en opposition et de ne signifier que par là. Pardon ? Qui est Émile Benveniste ? Mais enfin, ce grand linguiste français, juif lui aussi, mais de tradition orientale, séfarade, contrairement à Claude Lévi-Strauss qui était ashkénaze et dont je reparlerai dans quelques minutes. Mais pour en venir à ce premier argument linguistique utilisé par Claude Lévi-Strauss pour justifier son manque de curiosité biblique, il consiste à dire que son drapeau, ce qu'en linguistique on appelle le signifiant, et cet objet, ce qu'en linguistique on appelle le signifié, n'ont aucune relation intrinsèque. Dit autrement, cet objet, ce signifié, pourrait tout aussi bien s'appeler schmilblick. Ce qui compte, ce sont les relations entre ce signifiant, schmilblick ou drapeau, avec d'autres signifiants comme pays ou armée, qui eux aussi pourraient prendre des formes et des sons différents. C'est sur ce principe, que j'appelle du signifiant-insignifiant, que s'est bâtie toute la linguistique moderne, et avec elle, toutes les sciences humaines, compte tenu du caractère fondamental du langage. Et pour en revenir au manque de curiosité biblique de Claude Lévi-Strauss, son premier argument consiste à étendre ce principe linguistique au mythe. Concrètement, cela signifie que, comme les mots, les mythes n'ont aucun sens en eux-mêmes. Ils ne sont qu'une juxtaposition de phrases et de bouts d'histoire. Et comme nous ne disposons pas de données précises sur la culture de la société cananéenne du temps de la Bible, ce que Claude Lévi-Strauss appelle le contexte ethnographique, le sens des mythes nous est à jamais inaccessible, j'ai envie de dire, pour des siècles et des siècles. L'autre argument sous-jacent dans la réponse que fait Claude Lévi-Strauss à Paul Ricoeur pour justifier de cet étonnant manque de curiosité biblique, c'est celui qui refuse à l'anthropologie de s'intéresser à la question de l'origine des mythes et à leur réalité historique. Claude Lévi-Strauss y reviendra 25 ans plus tard, en 1988, dans ses entretiens avec Didier Ribon, publiés dans De près et de loin, je le cite. Le problème de l'origine des mythes ressemble à celui de l'origine du langage que la Société de linguistique de Paris s'est solennellement interdit de poser parce que les réponses ne peuvent être que conjecturales. Peut-être la neurophysiologie du cerveau saura-t-elle un jour le résoudre. En tout cas, la réponse ne viendra pas des anthropologues ni des linguistes. Vous avez entendu les anthropologues et les linguistes ? Allez, faut pas rester là, circulez, passez votre chemin, et ceci solennellement.
Aujourd'hui encore, ce principe est toujours aussi indiscutable. Même un éminent spécialiste du sujet, comme Jean-Louis Lequelec, déclare dans le supplément du Monde sur l'histoire des mythes fondateurs, paru au printemps 2022, que les humains préfèrent adopter n'importe quel sens plutôt que pas de sens du tout. Ou encore que le récit de la Genèse biblique est juste une histoire à laquelle on croit ou pas. Le récit lui-même ne fonde rien. Dans ce même magazine, Yuri Bereskin, l'autre grand spécialiste qui a réalisé un travail majeur de compilation d'une base de données des mythes du monde entier, déclare quant à lui « Je ne m'intéresse pas à leur signification, car je suis certain qu'il est impossible de les comprendre, faute de pouvoir demander directement aux gens ce qu'ils y voient. » Alors, j'imagine que ces deux principes, celui du signifiant-insignifiant et celui de l'absence de sens ou de réalité historique des mythes, vous semblent parfaitement raisonnables. C'est vrai ça, c'est bien connu. Les mythes n'ont aucun sens et les mots que nous employons non plus. Mais ma conviction, c'est qu'au contraire, ces deux principes qui nous semblent indiscutables ne sont en fait que l'expression de ce que j'appelle la culture de l'oubli au cœur de la civilisation indo-européenne. La civilisation indo-européenne, ça ne vous dit rien ? Il s'agit pourtant de la première civilisation qui fut découverte entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, uniquement sur le papier. C'est-à-dire non pas par des archéologues, mais par des linguistes et des spécialistes de l'étude des textes anciens. Pardon ? Oui, exactement de la même manière que j'ai pu, en 2022, reconstruire la culture paléolithique en étudiant la Torah. Bien vu. C'est effectivement uniquement en comparant des textes anciens, grecs, romains, indiens et iraniens, que des linguistes et des philologues ont pu non seulement mettre en évidence l'origine commune de la quasi-totalité des langues parlées en Europe, en Iran et en Inde, mais surtout aussi en décrire la culture et les modes de pensée. En France, l'historien des religions et anthropologue Georges Dumézil, qui était très proche de Claude Lévi-Strauss, en fut le grand spécialiste. C'est lui qui a notamment montré que toutes les civilisations indo-européennes étaient organisées autour de trois fonctions. La fonction sacerdotale, ceux qui prient, la fonction guerrière, ceux qui défendent le peuple, et la fonction productrice liée à la fécondité. L'autre grand spécialiste de la civilisation indo-européenne, c'est Émile Benveniste, dont je vous parlais à l'instant, ce linguiste français, juif, d'origine syrienne, qui a notamment écrit le vocabulaire des institutions indo-européennes, une référence en la matière. Le problème, c'est que derrière ces recherches sur l'origine de la civilisation indo-européenne, s'est constitué durant tout le XXe siècle un fantasme que ne partageait pas Émile Benveniste, mais qui avait malheureusement contaminé Claude Lévi-Strauss. Ce fantasme, c'est celui qui résumait l'histoire européenne à une opposition entre cette civilisation indo-européenne primordiale et la civilisation sémite qu'incarnait le judaïsme et, dans une moindre mesure à l'époque, l'islam. Ce fantasme, on le voit à l'œuvre dans les dernières pages de Triste Tropique, lorsque Claude Lévi-Strauss écrit que l'islam, mais comme il ne connaissait quasiment rien de l'islam, j'ai plutôt tendance à penser que c'est au judaïsme qu'il faisait allusion, bref, que l'islam était la cause de cette scission de la civilisation indo-européenne en deux blocs, européens d'une part et indiens d'autre part. Je vais vous épargner la dizaine de pages durant laquelle Claude Lévi-Strauss se lance dans une diatribe violemment islamophobe qui tranche avec l'image que nous nous faisons du sage anthropologue. Je me contenterai de vous lire les deux extraits suivants. Un autre destin est possible, celui précisément que l'islam interdit en dressant sa barrière entre un Occident et un Orient qui, sans lui, n'auraient peut-être pas perdu leur attachement au sol commun où plongent leurs racines. Ah, cette symbolique du sol et des racines, si chère à certains, toujours aussi féconde. Mais continuons. Que serait aujourd'hui l'Occident si la tentative d'union entre le monde méditerranéen et l'Inde avait réussi de façon durable? Le christianisme, l'islam aurait-il existé? Le christianisme, l'islam, notre Claude Lévi-Strauss national en a oublié une de religion là, et pas n'importe laquelle. Bon, il est vrai que sa relation avec la religion de ses ancêtres, le judaïsme, était, un peu compliquée, comme l'a d'ailleurs mis en évidence Daniel Fabre, un anthropologue français, dans un article publié à l'occasion de son centenaire. À tel point que, pour Claude Lévi-Strauss, l'islam, mais il faut en fait entendre ici la civilisation sémite dans son ensemble, était le rustique empêcheur qui avait désuni les mains
prédestiné à se joindre de l'Orient et de l'Occident. Il a coupé en deux un monde plus civilisé. Pour comprendre cette étonnante diatribe islamophobe, ou plutôt devrais-je dire cette étonnante diatribe antisémite, il faut avoir en tête que ce fantasme d'une civilisation indo-européenne corrompue par la civilisation sémite a constitué un arrière-plan intellectuel pour de très nombreux anthropologues, linguistes et historiens des religions durant une bonne partie du XXe siècle. À tel point qu'on peut dire que ce fantasme, né dans le cerveau d'une poignée d'intellectuels européens, a contribué à la formation du nazisme en Allemagne et à l'extermination des Juifs d'Europe. C'est ainsi que Georges Dumézil, le grand spécialiste de la civilisation indo-européenne dont je vous parlais à l'instant et qui était très proche de Claude Lévi-Strauss, n'était certes pas un antisémite pro-nazi pur et dur, mais il était néanmoins quand même très proche d'antisémites notoires comme Drieux-La Rochelle, Charles Maurras ou du fasciste roumain pro-nazi Mircea Eliade. Et cette situation a perduré jusqu'au moins dans les années 70, 30 ans après Auschwitz. De cette époque date en effet la création et le parrainage, toujours par Georges Dumézil, du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, le tristement célèbre GRECE, G-R-E-C-E, qui fut jusque dans les années 90 le think tank de l'extrême droite et qui était obsédé par ce fantasme de la supériorité de la civilisation indo-européenne. C'est aussi dans les années 70, en 1976 plus exactement, que notre très respectable Académie française remit son prix Bordin au fasciste roumain pro-nazi Mircea Eliade. L'ironie de l'histoire, c'est que d'une certaine manière, les tenants de cette opposition irrémédiable entre civilisation indo-européenne et sémite ne faisaient que répliquer un phénomène d'oubli et d'effacement au cœur de la civilisation indo-européenne, vieux de plusieurs millénaires, bien plus vieux même que les Juifs et la Torah. J'y reviendrai dans mes prochaines vidéos, mais cet oubli et cet effacement sont en effet au cœur des symboles qui entourent le dieu Saturne des Romains et le dieu Chronos des Grecs dont je vous parlais dans ma dernière vidéo. Cette divinité incarnait les anciennes cultures d'Europe avant leur grand remplacement, j'aime bien ce mot, il y a environ 5000 ans par la civilisation indo-européenne. Civilisation indo-européenne dont le symbole était chez les Romains Jupiter, fils de Saturne, et chez les Grecs, Zeus, fils de Chronos. Saturne était en effet représenté voilé, mélancolique, relégué dans les limbes. Symbolique que l'imagerie chrétienne reprit au Moyen-Âge pour représenter la synagogue et le judaïsme sous les traits d'une femme humiliée, les yeux bandés. Et l'Église chrétienne et la civilisation occidentale dans son ensemble n'ont fait en fait que perpétuer cet inconscient préhistorique en effaçant les anciennes cultures les unes après les autres jusqu'aux cultures d'Amérique du Nord et du Sud pourtant si chères à Claude Lévi-Strauss. Cette capacité à effacer le passé, à repartir d'une feuille blanche, est au cœur de la civilisation occidentale qui est, d'une certaine manière, révolutionnaire dans l'âme. C'est elle qui permit à l'Occident d'inventer sans cesse de nouvelles formes d'organisation politique, de la Grèce antique jusqu'à l'Europe moderne. Et ce fut aussi une des causes de l'immense bond en avant dans les connaissances et la technologie de la civilisation occidentale. Mais pour ce qui concerne l'anthropologie, dont l'objet même est de comprendre l'évolution de l'humanité depuis des dizaines de milliers d'années, voire plus, cette obsession de l'effacement, cet oubli inconscient du passé, sont bien pires qu'une faute morale, elles sont une erreur, la pire des fautes pour un scientifique. Et cette erreur est sous-jacente aux deux principes fondamentaux de l'anthropologie que Claude Lévi-Strauss invoquait en 1963 pour justifier de son manque de curiosité à l'égard du texte biblique. Eh oui, le fameux principe fondamental du signifiant-insignifiant qui postule que les mots et les mythes n'ont aucun sens intrinsèque n'est que l'expression de cette volonté d'effacement, de cet oubli inconscient du passé qui fonde la civilisation occidentale. Tout comme l'est évidemment l'autre grand principe fondamental qui consiste à refuser solennellement la question de l'origine des mythes et de leur réalité historique. Dit autrement, ces deux principes que l'anthropologie considère comme fondamentaux et indiscutables ne sont pas des principes, mais des vulgaires biais cognitifs, ou plutôt, devrais-je dire, des vulgaires biais éthiques. Il me faudra beaucoup de vidéos pour vous en convaincre, mais le plus important à ce stade, c'est que vous preniez conscience de ces blocages qui nous empêchent de considérer que la Bible puisse nous raconter
l'histoire des premiers débuts de l'humanité il y a près de 100 000 ans de cela. Car si cette hypothèse qui vous semble aujourd'hui ahurissante s'avérait exacte, alors elle replacerait du même coup cette fameuse civilisation sémite au centre même de l'histoire de l'humanité avec un grand H. Et je vous laisse imaginer à quel point ce rapprochement entre la paléoanthropologie et ce vieux texte sémite qu'est la Torah ferait se retourner dans leur tombe ces fondateurs de l'anthropologie que furent Georges Dumézil, Claude Lévi-Strauss et tous ceux qui, comme eux, furent obsédés par ce fantasme de la supériorité de la civilisation indo-européenne. Bon, c'est sûr qu'avec cette vidéo, je peux faire une croix sur une carrière officielle dans le petit monde de l'anthropologie. Mais je vais vous faire une confidence, les départements d'anthropologie de l'École des hautes études en sciences sociales et de l'Université de Toulouse m'avaient déjà fait comprendre en septembre 2020 le peu de considération qu'elles accordaient à mes compétences. J'avoue que j'avais alors fait preuve d'un peu de légèreté. Figurez-vous que j'avais cru bon, naïf que je suis, de mentionner à l'appui de ma candidature ma très bonne connaissance de la Bible et du judaïsme. Mais si ça peut vous rassurer, je ne porte aucune rancœur envers qui que ce soit. Mon objectif avec cette vidéo n'est pas de crier une fois de plus à l'antisémitisme. On sait tous que cette maladie de l'esprit est consubstantielle à la civilisation occidentale, qu'elle est là pour durer et qu'il faut bien vivre avec, comme le Covid. Non, mon objectif, c'est surtout de vous faire prendre conscience que bien souvent, les biais éthiques sont à l'origine des biais cognitifs les plus tenaces, parce qu'ils sont les moins visibles, les plus difficiles à lever et que leurs ramifications sont profondes et multiples. Dit autrement, comme le dirent les prophètes, parfois, pour entendre avec ses oreilles ou voir avec ses yeux, il faut être capable de comprendre avec son cœur. Et croyez-moi, c'est le vécu qui parle. Vous savez, on me demande souvent comment c'est possible qu'après toutes ces années, je n'ai pas été capable de convaincre même un seul dirigeant d'une grande entreprise française de me donner la chance de démontrer tout le potentiel de Coopéron, ce fameux système de gestion décentralisée unique au monde que je développe depuis 8 ans. Bon, bien sûr, je suis avant tout un entrepreneur. Et tout entrepreneur qui se respecte sait que le client a toujours raison. Mais il y a aussi le fait, il faut bien l'avouer, que je suis, un peu en décalage éthique avec mes interlocuteurs, ces fameux dirigeants et dirigeantes de grandes organisations. Car oui, je l'avoue, concevoir un système de gestion décentralisé nécessite de s'appuyer sur une éthique particulière qui privilégie avant tout la coopération humaine, quitte à remettre en cause certaines habitudes et pratiques de gestion s'il le faut. Cette éthique, elle n'est pas née brutalement par l'opération du Saint-Esprit. Non, elle est le fruit de ces 8 années de développement durant lesquelles j'ai été confronté aux nombreux dilemmes touchant à l'équilibre de la relation client-fournisseur. Et c'est cette éthique nouvelle, j'en conviens, qui fait que cette technologie Coopéron est tellement difficile à appréhender pour mes interlocuteurs. Mais c'est aussi cette éthique qui fait que cette technologie a un potentiel massif et disruptif. Sinon, je ne serais pas là assis dans ce canapé à me filmer, à travailler sans aucun retour depuis 8 ans et à m'échiner à convaincre des dirigeants qui ont toujours d'autres chats à fouetter. Je sais qu'on peut parfois me trouver un peu original, mais croyez-moi, je suis tout sauf un imbécile. Et oui, encore et toujours, l'avenir de votre entreprise, comme de toutes les autres, passe par une fluidification totale de ses échanges avec son écosystème, en particulier de ses plus petits fournisseurs et prestataires, ce que j'appelle l'entreprise ouverte. Ça vous fait peur ? C'est normal, on a toujours peur face à l'inconnu, mais on se rend souvent compte petit à petit que ce n'était pas si monstrueux que ça en avait l'air. C'est justement parce que ce changement majeur ne peut se faire sans accompagnement que j'ai créé Weova afin d'accompagner chacun de vos collaborateurs et chacun de vos partenaires dans la prise en main de ce nouveau paradigme de gestion. En attendant, j'ai désormais besoin que vous m'aidiez à accélérer cette évolution en diffusant le plus possible mes vidéos autour de vous. Car oui, j'ai le regret de vous annoncer que j'allais, comme les interlocuteurs dans les grandes entreprises, moi aussi, prendre mon temps avant de publier ma prochaine vidéo. Ne m'envoyez donc pas si vous trouvez le temps long dans les prochains mois en attendant cette vidéo. Vous pouvez toujours en profiter pour revisionner mes anciennes vidéos publiées en 2020, 2021 et 2022. Je suis sûr que vous vous rendrez compte que vous n'en aviez alors compris qu'une petite partie. Alors, je suis sûr que cette vidéo aura fait écho à des situations et des problématiques que vous rencontrez au quotidien dans votre organisation. Au-delà du plaisir de partager ce que je considère être une découverte anthropologique majeure, mon principal objectif est avant tout de pouvoir contribuer à transformer votre entreprise pour la rendre plus rapide, plus agile, plus ouverte. Pour cela, il vous suffit de me contacter sur LinkedIn en cliquant sur le lien ci-dessous et nous conviendrons ensemble d'un créneau de 30 minutes durant lequel j'identifierai avec vous les principaux leviers qui vous permettront d'avancer rapidement et concrètement dans cette voie. Mais n'attendez pas, n'oubliez pas que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. À très vite.